Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À la une de ce 20h week-end, modernisation des infrastructures aéroportuaires, le Premier ministre a lancé ce matin les travaux d'une nouvelle tour de contrôle et d'un bloc technique à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Le chef du gouvernement a inauguré également la nouvelle base de service de lutte contre l'incendie. Bamako abrite la 4e et dernière réunion statutaire des ministres des Finances de l'UEMOA. La rencontre s'est penchée sur plusieurs questions, notamment l'examen de la situation économique et monétaire de l'espace. À suivre les conclusions de la réunion avec Boubacar Bablé Touré. Forte mobilisation ce samedi à Bougouni. Un meeting pour soutenir l'action des autorités de la transition et de l'AES. Toutes les régions du Mali et le district de Bamako étaient représentées à ce grand rassemblement dans la cité du Bani Monotier. Tombouctou prépare activement la Biennale artistique et culturelle 2025 en visite dans la région. Le ministre en charge de la question, Mahmoud Afé, s'est entretenu avec les membres de la commission d'organisation sur le sujet. Idrissa Goulou Sissoko nous fera le point. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre était ce matin à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, où il a procédé à la pose de la première pierre d'une nouvelle tour de contrôle et d'un bloc technique. Le coût, 4,5 milliards de francs CFA financé par l'ASECNA et le gouvernement. Le chef du gouvernement a inauguré également la nouvelle base de service de lutte contre l'incendie construite à 1,3 milliard de francs CFA. Mamari Kone, Aliou Touré. C'est un pas de géant qui vient d'être franchi dans la modernisation des infrastructures aéroportuaires de notre pays. Ce coup de truelle du Premier ministre chef du gouvernement consacre le lancement des travaux de construction de la tour de contrôle et du bloc technique de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako Sénou. Dans 30 mois sortiront de terre de nouvelles infrastructures qui remplaceront celles construites en 1974. La construction de cet impressionnant immeuble bâti en R+7 pour la tour de contrôle et la veille météorologique et en R+2 pour le bloc technique pour abriter les services techniques de la représentation de l'ASECNA est un témoignage éloquent de l'engagement souverain des plus hautes autorités du Mali à doter les personnels d'un cadre de travail approprié afin qu'ils fournissent des services de qualité en matière de navigation aérienne et de météorologie aéronautique. La construction de ce joyau architectural est le fruit de la coopération entre l'État du Mali et l'ASECNA, conformément au plan des services et équipements PSE de l'agence 2023-2027. Après avoir témoigné sa vive reconnaissance au président de la transition et au peuple malien pour leur soutien constant et inestimable à l'ASECNA, le directeur général de l'ASECNA dira que la construction de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la modernisation des outils de production pour faire face à la croissance continue du trafic aérien. D'un coût estimé à 4,5 milliards, financé également sur fonds propres par l'ASECNA,
dans le cadre de son plan de services et d'équipement 2023-2027, portant le montant total des investissements de la SECNA au Mali à 24 milliards 200 millions. Ce nouveau bloc technique contribuera de manière significative à garantir la meilleure qualité de services rendus par la SECNA en territoire malien. Ces deux nouvelles infrastructures comprendront une salle de contrôle, plusieurs bureaux, des salles techniques, un guichet unique, un hall pour les pilotes, un espace de vie, des salles de repos et toutes les commodités dignes des plus grands aéroports de ce monde. Cette nouvelle caserne de sécurité incendie de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, répondant aux normes les plus élevées en la matière, a été construite sur le financement de la SECNA. Nous pouvons donc, en matière de sécurité aérienne, accueillir n'importe quel type d'avion sur la plateforme de Bamako. Après la pose de la première pierre de la tour de contrôle et du bloc technique, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a inauguré la base des services de sauvetage et de lutte contre l'incendie à l'aéroport construit à plus d'1,3 milliard de francs CFA. Le général de division Abdoulaye Maïga a aussitôt visité la nouvelle base. C'est avec beaucoup de satisfaction que le chef du gouvernement a posé ses actes. Toutes ces infrastructures visent deux objectifs principaux, la sûreté et la sécurité aérienne. C'est le lieu pour moi de remercier chaleureusement son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, bien entendu pour son engagement et son abnégation à faire aboutir ces différents projets. À l'endroit des bénéficiaires de ces différentes infrastructures, je voudrais les inviter à prendre un bon soin. C'est des infrastructures réalisées dans des contextes, nous le savons, c'est financièrement difficile, à la fois pour la SECNA, dans le cadre de la coopération, mais c'est également des infrastructures qui méritent d'être entretenues. La sécurité et la sûreté aéroportuaire, aérienne aujourd'hui, n'ont pas de prix. Donc on doit être extrêmement vigilant pour faire face à toutes les menaces. Et je pense que ces infrastructures, en tout cas, participent à l'objectif recherché par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir le renforcement de la sécurité dans tous les domaines. Le ministre des Transports et des Infrastructures a invité la SECNA à mettre en œuvre les autres projets attendus comme l'équipement de la tour et du bloc technique, la construction et l'équipement d'une centrale électrique moderne à Bamako, ainsi que la construction d'une tour et d'un bloc technique à Gao. Les travaux lancés ce samedi seront réalisés par le groupement général malien Entreprise et l'entreprise turque Blue Sky Construction SA. Bamako abrite la 4e et dernière réunion statutaire des ministres des Finances de l'UEMOA. La rencontre s'est penchée sur plusieurs questions, notamment l'examen de la situation économique et monétaire de l'espace. La réunion est sanctionnée par une série de recommandations. On en sait davantage avec Boubacar Bablé Touré. Pour cette 4e et dernière session du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, c'est le Mali qui est à l'honneur pour cette réunion de haut niveau des instances de l'organisation. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil, non moins ministre des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire, a d'abord présenté la situation économique des pays membres de l'UEMOA, marquée par une consolidation de l'activité économique mondiale et une baisse de l'inflation dans la plupart des régions du monde. Dans notre zone, les dernières estimations du PIB trimestriel de l'Union font état d'une accélération de la progression de l'activité économique au 3e trimestre 2024, avec une croissance de 6% en rythme annuel, après une augmentation de 5,3% enregistrée le trimestre précédent. Cette évolution a été portée par la hausse de la valeur ajoutée de l'ensemble des secteurs. Le taux d'inflation en glissement annuel est ressorti à 4,1% au 3e trimestre 2024, stable par rapport à son niveau du trimestre précédent. La gestion des finances publiques s'est soldée au terme des 9 premiers mois de l'année 2024 par un déficit budgétaire global base engagement, donc compris, quasi stable par rapport à celui enregistré à la même période de 2023. Ensuite, il a été question de l'ordre du jour de la réunion statutaire.
Au menu, près d'une dizaine de points ont été examinés par les membres du Conseil, notamment l'examen de la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 septembre 2024, l'annulation d'une décision de l'organe de supervision, la levée des immunités et privilèges de la BOAD dans le cadre de la mise en place d'une 5e ligne de crédit de la Banque publique d'investissement allemande. Après 8 heures de débat qui ont permis de passer en revue les différents points soumis à l'approbation des membres du Conseil, des recommandations ont été formulées. Je note en outre avec satisfaction l'adoption du rapport sur les perspectives financières actualisées 2025-2029 de la BOAD à notre banque de développement de préserver ses équilibres financiers sur la base d'objectifs d'activité et des conditions d'intervention proposées. Le président de l'organisation s'est félicité de la bonne tenue de cette réunion statutaire au Mali après celle de 2016. Il a ensuite salué les membres pour leur engagement. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille en visite de terrain. Elle s'est notamment rendue dans 3 structures pour s'enquérir de leurs préoccupations et de leurs conditions de travail. Voyons les structures visitées avec Sokona Kamisoko et Abouakar Traoré. Créé en 1990, le centre d'accueil et de placement familial connu sous la dénomination La Pouponnière de Niamana marque la première étape de cette visite ministérielle. Ce centre a pour mission l'accueil, l'entretien, l'éducation et le placement jusqu'à 5 ans des enfants abandonnés, des orphelins sans soutien. Aujourd'hui, le CAPF abrite 123 enfants, 58 garçons et 65 filles, dont 55 enfants, 29 garçons et 26 filles sont en situation de handicap. Pour un personnel d'encadrement de 101 agents, dont 85 femmes et 16 hommes. La seconde étape de cette visite a concerné le centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion de Bolé femmes et Bolé mineurs. Une autre structure étatique visant les mêmes objectifs. Aujourd'hui, le centre de Bolé femmes a un effectif de 268 pensionnaires, incluant 26 filles mineures, aussi 25 enfants accompagnant leur maman en détention. Tandis que celui de Bolé mineur a un effectif de 151 garçons, dont l'âge varie entre 13 à 17 ans. Les dons que vous avez apportés pour les 2 centres de Bolé, ces dons mettra du baume sur le cœur de nos pensionnaires. Et enfin, le ministre et sa délégation se sont rendus au centre Oasis de l'hôpital du Point G, créé en 2000. Un centre qui dispose aujourd'hui d'une 50aine de femmes malades de la fistule. Nous, les femmes malades de la fistule, nous ne cesserons jamais de vous remercier. Le département de la femme a été toujours à nos côtés. Je tiens d'abord à saluer l'ensemble du personnel des différentes structures qui chaque jour s'investissent avec passion pour assurer le bien-être de ces différentes cibles. Je m'engage aussi au nom de mon département à œuvrer selon les instructions données par nos plus hautes autorités, de pouvoir bien veiller sur chaque enfant du Mali, d'œuvrer aussi pour des actions qui vont améliorer les conditions de détention de nos sœurs à Bolé et de nos filles. Partout où le ministre est passé, elle a apporté des produits alimentaires, des serviettes hygiéniques, des biberons et plein d'autres. Question d'exprimer sa solidarité avec ces différentes couches. Un mot de politique avec ce grand rassemblement ce samedi à Bougouni. Objectif soutenir l'action des autorités de la transition et de l'AES. Présidé par le général d'armée Assimi Goïta. Le meeting a mobilisé des représentants des forces vives venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Jafar Aïdara, Djibril Bagayoko. Ce grand meeting dénote l'engagement et le soutien total au président de la Confédération des États du Sahel que la population du Mali, en particulier celle de la 15e région administrative du Mali, Bougouni, dont l'objectif est de montrer à la face du monde que les actions entreprises par le général d'armée Assimi Goïta sont irréversibles pour la libération des peuples de l'AES. Cet événement est une occasion unique pour célébrer notre patrimoine commun, tout en envisageant des voies nouvelles
et innovantes pour renforcer notre intégration. En tant que pays de l'AES, nous devons travailler main dans la main pour surmonter les barrières économiques, politiques et sociales qui entravent notre développement. Nous célébrons aujourd'hui la présidente de l'AES, du général d'armée Assimi Goïta, pour dire à l'opinion nationale, internationale, à l'AES, au monde, que nous sommes fiers de créer cette alliance de l'AES. L'AES est l'avenir pour notre sous-région et surtout l'avenir pour le Mali. Et pour les 3 pays qui constituent l'AES, la Confédération, et sur le plan économique, le plan sécuritaire, sur le plan du développement humain et bien sûr sur le plan de notre souveraineté, la défense des intérêts de nos différents peuples. Au cours de ces meetings, les leaders d'opinion, la société civile, les membres du CNT, les invités venus du Burkina et du Niger se sont engagés à suivre le chemin tracé par nos dirigeants dont leur souci majeur est le développement et la souveraineté du peuple de l'AES. Monsieur le gouverneur, je parle au nom des sages de Ségou. Ils m'ont dit de vous dire ceci. Les sages de Ségou demandent aux autorités de l'AES de s'unir, d'être un seul homme pour pérenniser les acquis de cette confédération. Les sages de Ségou excluent aussi toutes les questions d'élection au Mali. Nous avons donné l'exemple, nous avons été les premiers à le faire, je sais que d'autres l'ont fait, mais comme ça, avec une telle mobilisation, ça veut dire que l'AES, c'est une réalité. Les brillants discours de nos autorités sur les différentes tribunes, en l'occurrence les Nations Unies, cela a réconforté le peuple malien. Aussi, quand Assimi Goïta fut nommé président de l'AES, nous avons pris l'initiative de ces meetings en guise de soutien au président Goïta. A rappeler que toutes les régions du Mali, de Kaye en passant par le district de Bamako jusqu'à Taoudeni, sont représentées à ce meeting historique, y compris les États de la Confédération, notamment le Burkina Faso et le Niger, ce qui signifie que l'espoir est désormais permis pour les peuples de l'AES, car cette organisation est synonyme d'un développement durable. Tombouctou s'apprête à accueillir l'édition 2025 de la Biennale artistique et culturelle. La région prépare activement l'événement. En visite dans la région, donc, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a rencontré les membres de la commission d'organisation sur le sujet. Idrissa Goulou Sissoko nous en dit plus. Par cette rencontre, il s'agissait pour la commission régionale d'organisation de la Biennale 2025 de faire le point des préparatifs au niveau régional à l'intention du ministre de la Culture. Il ressort que les travaux de construction ont démarré et la presque totalité du village Assimi, boulangerie, station d'essence, les hôtels et magasins sont déjà pris par les opérateurs économiques et les travaux se déroulent normalement. Tombouctou ne ménagera aucun effort pour que cet événement soit un événement historique à l'image de la région de Tombouctou qui est une région historique. Après des échanges fructueux autour du projet, le ministre s'est dit satisfait et a rassuré de son accompagnement pour la réussite de l'événement. Vous m'avez donné des prémices de toute la vision et l'ambition que vous avez pour faire de cette biennale un projet de développement de cette région de Tombouctou. Toute chose qui s'inscrit directement dans la vision du chef de l'État, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et du général de division, le Premier ministre Abdoulaye Maïga, qui ont bien voulu inscrire cette démarche, surtout dans la lettre de cadrage du président de la République en 8 points, où il fait justement allusion de faire en sorte que le gouvernement puisse travailler pour non seulement inculquer les valeurs sociétales dans la jeunesse, mais aussi travailler sur le nouveau type de Malien pour qu'on soit véritablement dans l'avènement du Mali-Croix. Aussi, il faut noter que le commandant de la région militaire a rassuré que les forces de défense et de sécurité mettront tout en œuvre pour sécuriser la Biennale Tombouctou 2025. Et nous vous l'annoncions hier, les touristes de retour dans la cité des 333 Saints. C'est à la faveur de la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Le ministre en charge du tourisme s'est entretenu avec certains touristes justement sur place.
Leur réaction au micro de Idrissa Goulou Sissoko. Vraiment très content d'être là et c'est une fierté pour eux de pouvoir venir à Tombouctou, qui est un site mystérieux et avec la connaissance de l'agence qui a organisé le voyage. Donc ils sont vraiment très contents de leur séjour à Tombouctou. Se retrouver en compagnie des touristes dans notre ville mythique et mystérieuse qui est Tombouctou. Donc nous pouvons dire aujourd'hui, sans se tromper, Tombouctou is back. Tombouctou est de retour, la Renaissance est de retour, parce qu'aujourd'hui nous sommes avec des touristes, des visiteurs, des passionnés de notre culture, de notre pays, qui viennent témoigner de leur désir de connaître, de passer des moments dans notre culture. C'est pour dire tout simplement que la culture et l'art sont la solution et c'est le lieu de remercier, de féliciter les artistes et les touristes très courageux qui ont décidé de venir découvrir. C'est pour dire tout simplement que aujourd'hui le Mali retrouve sa dénomination qui est une terre d'accueil, une terre d'hospitalité. Et aujourd'hui nous lançons un appel à l'ensemble des voyageurs, des hommes de culture, de tout le monde, du monde entier qui souhaiteraient visiter notre beau pays, que les portes du Mali sont grandement ouvertes. Enjeu actuel de la migration, thème d'un débat animé à l'université de Ségou par le ministre des Maliens établi à l'extérieur et son collègue de l'enseignement supérieur. Un espace d'échange qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants. Fousséni Samake. Selon les estimations de l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 30 000 personnes sont décédées ou disparues lors de la traversée pour atteindre l'Europe ces 10 dernières années. C'est face à ces chiffres alarmants et autres que le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont initié cette conférence à l'université de Ségou. Le thème retenu est « Enjeux migratoires actuels ». Au sortir de cette conférence, nous sommes très satisfaits de voir l'intérêt que les étudiants accordent aux questions migratoires, l'intérêt qu'ils accordent à la problématique de l'assistance des Maliens établis à l'extérieur et aussi leur intérêt globalement porté aux questions de la gouvernance des migrations. La mobilité étudiante est une composante importante de la migration et que sur le sujet de la migration, il y a lieu de faire en sorte qu'il y ait un programme de recherche de portée nationale. Parce que le Mali est un pays de départ, un pays de transit, mais aussi un pays d'accueil des migrants. De ce fait, nous devrions aussi être un grand foyer de recherche dans le domaine, n'est-ce pas, de la problématique de la migration. Les dangers, les enjeux et les alternatives des migrations, les défis économiques et environnementaux sont au centre des échanges. En tant que jeunes, nous avons compris que la migration, ça apporte beaucoup au pays, mais ce n'est pas aussi bon de prendre la route de migration irrégulièrement. Il faut prendre la voie que nos pays ont adoptée. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des activités de la Journée internationale des migrants, une célébration délocalisée pour la deuxième fois à Ségou. De la migration, il en a été question à la rentrée solennelle de l'amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du CESTI. C'était ce matin autour du thème Migration, genre et changement climatique. Comment construire et diffuser une bonne information? Bokari Koulibaly pour les détails. Dans une ambiance conviviale, les anciens étudiants et stagiaires maliens du CST de Dakar se retrouvent. Un moment empreint de joie mais aussi de camaraderie, la retrouvaille se tient à la rentrée solennelle de l'amicale des anciens du CST. Une rentrée qui devra plancher sur les questions migratoires. Nous pensons que si la presse s'intéresse à la question, on peut en faire une cause nationale, c'est-à-dire que les Maliens s'investissent dans le domaine de la migration pour montrer à ceux qui sont candidats au départ qu'il y a suffisamment de potentialité au Mali. Deuxièmement, on peut faire en sorte que les gens ne partent pas. Ou s'ils partent, qu'ils partent dans des conditions sécurisées. Au regard de son rôle prépondérant dans la société, la presse doit lutter contre les stéréotypes propagés sur les questions migratoires. Les informations qui circulent dans les médias internationaux sont loin de la réalité des migrations africaines. Selon les chiffres des Nations Unies, le nombre de migrants internationaux dans le monde a atteint
281 millions en 2020, soit 3,5% de la population mondiale, dont 36 millions d'Africains, soit 14% des migrants internationaux dans le monde. Dans le même sens, il convient de noter que plus de 80% des flux migratoires en Afrique se réalisent au sein du continent africain lui-même. Cette rentrée solennelle de l'AMA CST qui se tient pour la deuxième fois cette année voit la présence d'un nombre massif d'étudiants et acteurs de la presse. Elle est marquée par des panels autour de la thématique migration, genre et changement climatique, comment construire et diffuser une bonne information. Et intéressons-nous à présent à la première édition de la rentrée doctorale de l'école doctorale Droit, Économie, Sciences sociales, Lettres et Arts du Mali. L'événement se tient autour de deux thématiques, l'éthique et l'épistémologie de la recherche et la méthodologie de la recherche. On en sait davantage avec Timoko Konaté. Des universitaires à l'unisson le temps d'une journée pour célébrer le cycle doctoral. Une mobilisation de taille à l'initiative de l'école doctorale Droit, Économie, Sciences sociales, Lettres et Arts du Mali. L'événement se veut la première édition de la rentrée doctorale de l'établissement. Il a pour centre d'intérêt la méthodologie de la recherche. Le combat pour l'avènement d'une nouvelle institution, vouée à la formation des docteurs, bien attentive à la place et au rôle de l'intellectuel dans un monde en proie à la déstructuration et à la restructuration des ordres économiques, politiques, sociaux, intellectuels et culturels établis, est plus que jamais un impératif. Cette dynamique en cours, qui n'épargne aucun État, aucune région du monde, tolère mal une formation intellectuelle au rabais, à l'à peu près et sans rigueur. À ce jour, l'établissement dispose de 2 cohortes de doctorants, totalisant 737 personnes, tous genres confondus. Outre des Maliens, il y en a de la Guinée-Conakry, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad et de l'Europe. Chacun renforçant ses capacités à travers les thématiques développées, à savoir l'éthique et l'épistémologie de la recherche et la méthodologie de la recherche. Cette rentrée doctorale, faut-il le souligner, a pour invité d'honneur professeur Efwa Irène Amenia Sarr, enseignante-chercheur d'origine sénégalaise. C'est à la fois de renforcer les connaissances acquises, les compétences, à la fois des enseignants-chercheurs à travers des mutualisations, mais en même temps de donner l'espace aux doctorants de suffisamment apprendre. L'aide de cela, votre école doctorale est un bel exemple de coopération interuniversitaire et de mutualisation des ressources dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur au Mali. C'est donc une journée de rentrée assez riche, dont docteurs et doctorants, chacun en sa façon, a pu tirer un enseignement. Ce qui sous-entend que cette première édition a comblé les attentes des participants, un coup d'essai devenu un coup de maître. Programme de protection, d'assainissement d'urgence, d'hygiène et services, c'est un nouveau projet d'1 an au bénéfice d'environ 70 000 personnes affectées par la crise. Il sera exécuté par l'Association malienne pour la survie au Sahel dans les régions de Mopti, Gao et Ménaka. Nous retrouvons Timoko Konaté. L'Association malienne pour la survie au Sahel au secours des populations affectées par la crise. Dans sa besace, un nouveau programme axé sur la protection, l'hygiène et l'assainissement. Il s'agit d'un programme d'urgence sur 12 mois, et ce à partir d'octobre 2024. Il couvre la région de Mopti, Gao, Ménaka et touchera près de 70 000 personnes. Sur le plan de la protection, nos interventions visent à renforcer la protection de l'enfant face aux risques accrus de violence et d'exploitation. Fournir une assistance psychosociale aux enfants dans le besoin et aux survivants des VBG. À cela s'ajoute l'éducation des jeunes sur les risques liés aux engins explosifs. Quant à la deuxième composante de ce programme, elle consiste à mener des actions de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement avec à la clé la réalisation d'infrastructures sanitaires. Tout cela sur le financement de l'USAID à hauteur d'1,8 milliard de francs CFA. Le gouvernement américain est le plus grand bailleur des fonds humanitaires au Mali avec un budget de plus de 95 milliards de francs CFA pour l'année fiscale 2024. Le secteur de l'hygiène et de l'assainissement WATCH, qui constitue le second pilier de ce programme, est tout aussi d'une importance pour notre avenir collectif. L'accès à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires adéquates est une condition essentielle à préserver
et pour préserver la santé de nos populations et prévenir les épidémies. Et le représentant du ministre d'ajouter que ce programme cadre avec les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali avant de réitérer l'accompagnement du département à faire des actions prévues une réussite. Prise en charge de la dialyse au Mali, les patients admis au CHU du Point G reconnaissent et saluent les efforts consentis par les autorités de la transition. Ce samedi, le ministère en charge de la Santé a remis encore un important lot de kits d'intrants de dialyse au CHU du Point G. Almouzer Al-Kamisa Yataram était sur place pour ORTM 1. Le ministre en charge de la Santé au chevet des malades dialysés du CHU du Point G, suite à la rupture des kits d'intrants de dialyse il y a quelques jours. Cependant, les patients ont vite retrouvé le sourire cet après-midi. Ouf de soulagement également pour les personnels soignants. Le directeur général du CHU du Point G en a profité pour rappeler la nécessité de diligenter l'acquisition des kits de dialyse à temps. L'État fournit assez d'efforts par rapport à la dialyse au Mali. Au Point G, nous avons une moyenne de 450 à 500 dialysés par semaine. Et si on fait le calcul, l'État investit à peu près 100 000 francs par dialysé. C'est-à-dire qu'il y a 2 séances de dialyse. Si on évalue les séances à 50 000, ça fait 100 000. Multiplié par le nombre de séances dans le mois, et on se retrouve banalement à 90 millions, sinon 100 millions par semaine pour la prise en charge de ces dialysés. Les malades dialysés se réjouissent des efforts déployés par les plus hautes autorités dans la prise en charge de la dialyse. Toutefois, les patients sollicitent l'accompagnement de tous les Maliens afin que la dialyse soit à hauteur de souhait. Ça fait peut-être un petit bout de temps qu'on était un peu en crise de kits de dialyse. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous venons de recevoir les kits de dialyse. Bon, on remercie l'État et puis le ministère. Et tous ceux qui ont contribué à ce que les matériaux là arrivent aujourd'hui. Le but de cette visite, tout simplement, c'est voir en tout cas l'effectivité de la dialyse. Et pour rappel, moi je vous dis, l'État, en toute responsabilité, toute liberté, a décidé en tout cas de rendre la dialyse gratuite. Le président de la transition nous a offert gratuitement 3 centres, encore une fois, pour tout simplement augmenter et renforcer l'accès en tout cas à cette dialyse. Alors la disponibilité des kits pose des fois problème. Et aujourd'hui nous sommes là parce qu'il y a eu une rupture de kits pendant un moment, compte tenu des procédures d'acquisition des produits et des kits, on le dit. C'est des médicaments qui suivent les procédures des marchés au Mali. Nous sommes dans un état. Grâce à cette intervention rapide des autorités et de l'engagement du personnel soignant du CHU du Point G, le traitement des malades dialysés se poursuit normalement. Dans un communiqué déposé à la rédaction, la Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse prennent note de la décision de la Haute Autorité de la Communication, HAC, de surseoir au retrait de la licence de Djoliba à TV News pour une suspension d'émission de 6 mois. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de la presse, à l'issue d'une réunion extraordinaire de ce samedi 21 décembre 2024 tenue à la Maison de la Presse, ont décidé d'inscrire leurs actions dans le cadre des négociations entamées par la commission de médiation pour l'annulation de la décision de la HAC. Signé le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté. 8e session du conseil d'administration de l'Observatoire national de l'industrie. La réunion se penche essentiellement sur le bilan des activités menées en 2024 et le programme 2025 de la structure. Youssouf Diakité, Abdoul Salam Bambara. L'Observatoire national de l'industrie tient la 8e session de son conseil d'administration pour évaluer les activités menées en 2024. L'Observatoire a surtout pour mission de mener des études et des recherches dont les résultats servent à la promotion du secteur industriel. Au cours de l'année, nous avons effectué des missions de collecte d'informations auprès des fêtières et des industries. Nous avons, à la demande aussi de la filière paix, diagnostiqué la filière pour trouver des solutions durables. Nous avons aussi réalisé un rapport annuel sur le développement industriel
qui nous a permis d'analyser la performance de l'industrie malienne de l'année écoulée. L'exercice 2025 nous offre de nouvelles perspectives pour consolider les acquis et ouvrir d'autres chantiers, notamment l'actualisation des filières porteuses, le renforcement des capacités et l'élaboration du rapport annuel de l'industrie. Faut-il le rappeler, l'un des axes prioritaires de l'Observatoire, c'est surtout d'analyser l'impact des investissements sur le renforcement du tissu industriel. Autre conseil d'administration, c'est celui du Centre de formation pour le développement. C'est une session budgétaire. Le CFD entend continuer à offrir des formations de qualité et assurer son fonctionnement. Daouda Koné. Le Centre de formation pour le développement CFD a réuni les membres du conseil d'administration de la structure pour la 19e session. Cette session budgétaire va examiner les activités réalisées, l'état d'exécution du budget 2024 et les ambitions affichées pour l'exercice 2025. Sur 38 activités de formation prévues, le centre a réalisé 28. Soit un taux de près de 74% d'exécution. Et on voit bien que l'élément principal du centre, qui est la formation continue des cadres qui sont impliqués tous les jours dans nos politiques et programmes de développement, a été quand même réalisé à hauteur de 74%. Malgré ces réalisations, l'année 2024 a été difficile pour le CFD et 2025, la structure sollicite un appui multiforme pour un projet de budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de plus d'1,60 francs CFA contre un peu plus d'1,90 francs CFA en 2024. Nos intelligences et nos compétences nous permettent, j'en suis persuadé, de transformer les difficultés actuelles en opportunités fortes, servant de rampe solide pour lancer inéluctablement le pays dans la voie sans détour de l'émergence. Placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, le Centre de formation pour le développement CFD est un établissement à caractère scientifique et technologique. Il a pour mission principale de renforcer les capacités des cadres du public, du privé et la société civile en s'appuyant sur les TIC, notamment la visioconférence interactive. À Aguelhok, dans la région de Kidal, la commune rurale de Tajmart reçoit une forte délégation des autorités administratives, une première depuis la crise de 2012. Temps fort de cette visite, la montée des couleurs nationales, la réouverture des classes et la rencontre avec les forces vives de la commune. Sidi Elmedi Ag Albaka, Moussa Togo. Le vert, l'or et le rouge flottent fièrement sur la commune rurale de Tajmart après plus d'une décennie, un pas important vers la stabilité à Kidal. Pour magnifier ce retour à la normale dans les cercles d'Aguelhok qui consacrent la restauration de l'autorité de l'État, le commissariat à la sécurité alimentaire a distribué plusieurs tonnes de vivres. Aujourd'hui, nous sommes à Tajmart accompagnés des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la distribution de vivres destinés aux populations vulnérables. Nous avons aussi distribué des kits scolaires offerts par l'Académie d'enseignement de Kidal. Et le point le plus important de notre mission est la montée des couleurs de notre cher pays à Tajmart, une première depuis 2012. La montée en puissance des femmes et les multiples activités civilo-militaires ressuscitent la fibre patriotique dans cette partie de notre pays. Les forces de défense et de sécurité maliennes, au-delà de leur mission régalienne de sécurisation des personnes et de leurs biens, apportent un soutien humanitaire pour toutes les couches de la population, pour faciliter la prise en charge, notamment sanitaire. Aussi, lieu pour nous de remercier les populations pour leur franche collaboration. À Kidal, les efforts consentis par le chef de l'exécutif régional ont permis à Tajmart de se réveiller et de s'allier son retour dans la nation avec une profonde aspiration, la paix définitive dans un Mali uni et prospère. Le Lions Club Bamako-Yélin respecte une tradition envers l'UMAV en cette fin d'année. Le club a apporté des vivres à l'Union malienne des aveugles pour permettre à ses membres de passer un bon réveillon.
Awa Adama Koulibaly et Abdoulaye Diarra pour le compte-rendu. Une tonne de riz et une enveloppe, c'est le soutien reçu en ce jour par les déficients visuels. Ce geste de solidarité est l'œuvre du Lions Club Bamako Yélé, comme chaque mois de décembre. Nous sommes très ravis de leur geste, lequel geste doit interpeller tout le monde, y compris nous les bénéficiaires, à se donner plus au travail pour faire émerger ce pays, les pays qui nous appartiennent tous. Un week-end de solidarité, mais aussi de préservation des liens entre les deux associations. 32 années de collaboration. Le Lions Club Bamako Yélé, dès sa création en 1992, s'est intéressé particulièrement à l'imam et accorde une attention particulière. Son histoire avec celle de l'imam est donc une histoire de cœur. Ceci se concrétise depuis 1994 par diverses actions, entre autres la construction des classes, la construction des bureaux, d'une bibliothèque sonore, de la réfection des latrines, des dons de lunettes et des dons de vivres. Le Lions Club, dans son devoir de servir, est également d'un grand appui quant au maintien des élèves déficients visuels à l'école. Ils ont ainsi eu l'honneur de découvrir les résultats scolaires de l'année écoulée, qui se sont avérés très satisfaisants. AES Actualité avec d'abord la visite du président de la République centrafricaine au Burkina Faso. Le professeur Faustin Archange Touadéra a présidé hier à Ouagadougou les soutenances de thèse en mathématiques appliquées à l'université Joseph Kizerbo. Le point avec Karim Bikienga. Une soutenance de thèse comme on en voit rarement à l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou. À la tête du jury, le président de la République de Centrafrique, le professeur Faustin Archange Touadéra et son équipe ont en face Germain Kabore. Sa thèse porte sur la résolution des équations fractionnaires par la méthode Sommet-Blaise, ABO, SBA. Après délibération, Germain Kabore s'en sort docteur en mathématiques appliquées avec la mention très honorable. Après lui, Mwindjire Sommet s'installe. Il est le deuxième impétrant à se défendre face au professeur Touadéra. Ses travaux portent sur la modélisation mathématique du paludisme, de l'ADEME et du Covid-19. Un travail à la fois théorique et pratique, sanctionné également par la mention très honorable. Mwindjire Sommet, comme son prédécesseur, est désormais docteur S mathématiques. Pour la communauté universitaire, la contribution du chef de l'État centrafricain à l'avancement de la recherche scientifique, particulièrement dans le domaine des mathématiques, est salutaire. Et le professeur Faustin Archange Touadéra de se féliciter de l'excellence de la collaboration entre les universités burkinabè et l'université de Bangui. Une coopération bénéfique aux deux peuples dont il souhaite le renforcement. Au Niger, cérémonie de baptême de la 29e promotion des enfants de troupes au Prytanée militaire de Niamey. Ils sont 146 élèves au total, dont 39 filles issues de 11 pays africains. Jocelyne Amoussou, Abibou Abdourahman. Mouvement d'ensemble de ces 146 élèves, dont 39 filles issues de 11 pays africains, dont le Niger, ayant passé avec brio les rudiments nécessaires, leur permettant d'appartenir définitivement à la grande famille des enfants de troupes du Prytanée militaire de Niamey, suivi d'une chanson en langue Hausa qui prône l'unité et d'une représentation de la carte d'Afrique, puis celle de la Confédération de l'AES, symbole d'une Afrique libre et souveraine. Le club drone et robotique de la classe de 5e a présenté un projet de surveillance et de neutralisation de neutrinos à travers le drone, suivi d'un autre projet tout aussi innovant dénommé Maison intelligente et écologique, équipée de technologies modernes utilisant l'énergie verte comme source d'énergie. Le projet phare de l'école est ce robot porteur d'armes et capable de tirer
équipé d'une caméra de surveillance à distance. Un robot tactique autonome qui est une solution technologique avancée pour répondre aux missions complexes. L'instant solennel fut la mise en place de cette 29e promotion et la remise par les différents parrains des attributs, notamment épaulettes, insignes de poche et bérets. Ces 146 élèves, en présence de toute la hiérarchie militaire et du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, intègrent ainsi la grande famille des enfants de troupe à travers cette prestation de serment devant le fanion de l'école. Nous sommes désormais les grands témoins de ce sacre. Rentrés au Prytanée militaire de Niamey le 2 septembre 2024, ils ont subi, comme il est de coutume, le trimestre de biseautage, qui symbolise le rapprochement et la cooptation dans la grande famille des enfants de troupe. Retenons surtout que le Benjamin de cette promotion n'a que 10 ans et 6 mois. Ils sont venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la République de Guinée, du Mali, du Sénégal, du Tchad, du Togo et bien entendu du Niger. Autre temps fort de l'événement, le message de la présidente des élèves enfants de troupe, Kadija Maman Abdou, à ses cadets, qui par la voix du Benjamin de la promotion, Imran Ousmane Hamidou, promettent être un exemple en étant déterminés à redoubler d'efforts. Un mot de cinéma avec la projection de films intitulé Bala ni Balai et Tonko. Ces films traitent du mariage forcé, de l'éducation ou encore du patriotisme. Une initiative des Zaïdou Productions en collaboration avec l'ORTM et le CNCM. Ibrahim Kaoukonate, Abdoulaye Samake. Le cinéma est un moyen efficace pour se faire entendre. C'est ce qu'a compris le jeune réalisateur et acteur de cinéma Zaïdou Koulibaly. Selon lui, le changement du comportement de la jeunesse passe forcément par la sensibilisation, d'où Balani Balai et Tongo. Bon, cinéma na Je suis venu dans le cinéma dans l'optique d'être un acteur de changement au sein de la société et aussi faire la promotion du cinéma. La projection de ces films, long métrage, permet aux professionnels d'apporter un regard critique, notamment sur certains aspects techniques. Ce sont des jeunes qui produisent pour une première fois. C'est vrai, il y a des lacunes, mais il faut reconnaître leur volonté et leur engagement. Et donc je crois qu'ils méritent encouragement dans ce sens. Des jeunes qui ont la volonté et qui ont touché à deux thèmes. Deux thèmes qui sont l'amour du patrie et le devoir de travailler pour l'épanouissement du pays. Je crois que c'est l'une des meilleures réponses à l'appel du président de la transition à l'endroit des jeunes du Mali. Zaïdou est un jeune patriote qui accepte volontairement de sensibiliser les jeunes à travers le cinéma. Zaïdou Koulibaly, ce réalisateur, entend poursuivre la production dans l'optique de rehausser l'image du Mali sur l'échiquier cinématographique. Cette initiative juvénile est aussi accompagnée par l'ORTM, qui, dans sa mission de service public, soutient ce projet en diffusant ses films. Pour le week-end, Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Ibrahim Traoré, bonsoir à tout le monde. Alors, la Fédération malienne de football face à la presse pour faire le point ou le bilan, pour tirer le bilan de la saison 2023-2024. Le principal conférencier, qui n'est autre que Moussa Sylvain Diakité, non moins vice-président
premier vice-président de la Fédération malienne de football, a touché à tous les aspects liés à l'organisation de la saison écoulée. Le point avec Seragatou Sissi. Exercice d'éclaircissement de la Fédération malienne de football pour tirer le bilan de la saison 2023-2024. Face aux journalistes, le premier vice-président Moussa Sylvain Diakité se réjouit de la bonne tenue du championnat national de Ligue 1 avec 16 clubs. La saison 2023-2024 a été marquée par plusieurs activités comme l'organisation de la Coupe du Mali en dames et messieurs, du championnat national féminin et du tournoi de montée en Ligue 1 en dames et messieurs. Vous savez, la saison dernière n'a pas été facile parce qu'il y avait la rénovation des stades, donc il n'y avait pas la disponibilité des stades. Et c'est le lieu de remercier l'ensemble des présidents des clubs et nos différents partenaires. S'agissant des sélections nationales, la FEMAFOOT, au dit du premier vice-président, a accompagné à sa manière les acteurs en termes de motivation, d'hébergement et de billets d'avion. Le comité exécutif de la FEMAFOOT se félicite de la qualification et de la performance des équipes nationales, dames et messieurs, toutes catégories confondues, aux différentes compétitions de la CAF et de la FIFA, excepté les juniors. Le principal orateur Moussa Sylvain Diakité lui rappelait que les sièges des ligues régionales sont en travaux avancés. De même, le nouveau centre technique ultra moderne sise à la zone aéroportière. Le bilan de la saison 2023-2024, ainsi dressé par le comité exécutif de la FEMAFOOT, place à la nouvelle avec son lot d'innovations et de défis pour accompagner le championnat national professionnel Ligue 1. Jeu de dames, c'est parti depuis cet après-midi pour le championnat national édition 2024. 20 joueurs de 7 ligues régionales et du district de Bamako prennent part à cette édition du championnat national de jeu de dames. Le jeu de dames est bien plus qu'un simple passe-temps. Il est un véritable défi intellectuel qui permet de développer la capacité de réflexion, la concentration et la patience. Donc pendant une semaine, cette compétition se joue au Palais des Pionniers 6 à Djanegela. Et partons à Tombouctou pour parler cette fois-ci de cette activité de la Fédération malienne de dromadaires qui, à travers sa ligue régionale, vient d'organiser une course. Et oui, objectif, valoriser cet animal pour son caractère culturel dans le transport des hommes et des marchandises dans le désert. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Réconciliation nationale, représentant le Premier ministre et du ministre des Sports et celui de la Culture. De Tombouctou, le point avec Idrissa Goulou Sissoko. En marge de la 9e édition du festival Vivre Ensemble, la Ligue régionale de dromadaires a organisé une course. Il s'agit pour la Ligue de valoriser ce compagnon fidèle de l'homme du désert. Les thèmes retenus est le rôle socio-économique du dromadaire. Le dromadaire d'abord, ce n'est pas seulement qu'un animal, mais c'est carrément un patrimoine pour nous. Donc il faut carrément valoriser, qu'il faut quand même à chaque année faire revivre cette culture datant. Je pense que nous sommes très heureux d'être ici. Aujourd'hui, le fait de lancer cette course des dromadaires, c'est d'abord non seulement très bon, parce que c'est quelque chose que nous reconnaissons comme vraiment une avancée dans le cadre de la Fédération malienne de dromadaires, mais également un grand signe, parce que nous sommes à Tombouctou, le dromadaire, vraiment le fait de faire cette course-là, c'est Dantiek, c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps, et le fait de le faire revivre comme ça, je pense que ça amène la population à encore croire, à rire, à avoir des émotions et surtout à se mettre ensemble, ça crée une unité. La course a aligné une quinzaine de dromadaires sur une distance de 400 mètres. À l'arrivée, les 3 premiers ont été récompensés, une occasion pour les ministres de contempler cet animal mythique du désert. Merci beaucoup Abdul Karim Kaba. Merci bien, Inch'Allah. Très bon week-end. À vous pareillement. Merci également à vous. Ainsi va l'actualité ce soir. Je vous retrouve demain dès 13h déjà sur la radio nationale du Mali pour 13h dimanche et à 20h sur ce même plateau pour la grande édition du soir. Excellent moment de télévision à toutes et à tous. Bonsoir.